Voilà, je suis ravie. Donc, vous avez entendu, on enregistre comme ça, vous pourrez retrouver ce temps d'échange après sur le site de Yapaka. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de vous recevoir dans cet espace aujourd'hui. C'est un espace qu'on a l'habitude d'appeler un espace de visioconférence. Alors, c'est un petit peu étrange puisque c'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui. On ne va pas être dans un format de conférence, mais plutôt dans un échange avec Pascal Caillard et on va un petit peu se balader dans le petit livre Temps d'arrêt qui nous a écrit récemment, qui s'appelle Quand la parole déconfine. Alors, on avait mille et une questions chez Yapaka. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est parler? Qu'est-ce que parler? Quand est-ce que ça parle? Comment est-ce qu'on invite finalement à la parole? Euh, Parce que dans ces moments de pandémie, de crise sanitaire, on a entendu beaucoup revenir à l'avant de la scène les mots de solitude, de manque de sens, de ne pas se sentir vivant. Alors, comment on fait de l'espace à la parole dans ces temps compliqués? Et aussi, paradoxalement, on entend dans le social aujourd'hui beaucoup cette injonction à parler, à dire, à se dire, mais aussi à balancer. Alors, est-ce que balancer, c'est parler? Voilà, ça nous questionne aujourd'hui. Quelle est la place du silence dans ce contexte? Est-ce que le silence est un ingrédient nécessaire à la parole? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce silence ne devienne pas engluant et empêche la parole? Et finalement, ben, quand on parle de la parole, du langage, est-ce qu'on ne doit pas aussi avoir une attention particulière au dispositif d'écoute qu'on essaye de proposer ou de mettre en place? Pascal le dit bien dans son livre, hein, la parole et l'écoute, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et donc, c'est un petit peu autour de ça et qu'on avait envie de de, d'aller chercher chez Pascal toute sa connaissance autour de ces deux faces d'une même pièce. Parce que chez Yapaka, donc, qui est un programme de prévention de la maltraitance d'enfants, on a comme mission de mettre en place un volet formation des professionnels et cet échange aujourd'hui fait partie des outils qu'on met à disposition, tout comme le petit livre que vous pouvez retrouver sur le site, mais aussi des petites capsules vidéo, des modules de formation, etc. Et on a un volet aussi informer et sensibiliser le grand public et dans ce volet-là, on a notamment une invitation qui est faite aux parents de trouver quelqu'un à qui parler dans leur entourage, des professionnels à qui parler pour pouvoir échanger autour des difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants ou des difficultés qu'ils rencontrent dans leur place de parents. Et donc, on s'interroge constamment sur ce que c'est parler, ce que c'est écouter les parents notamment. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cet espace, comme je vous disais, un petit peu particulier de visioconférence pour évoquer le langage, la parole, l'écoute. Et vous voyez pour le moment à l'écran 3 des 7 membres de l'équipe de la Yapaka. Vous voyez Laurent Baudelot, Diane Huppert et moi-même. Et donc nous sommes rejointes aujourd'hui par Pascal Caillard. Alors, ce qui est un petit peu particulier, c'est que en préparant cet échange, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte que c'était un petit peu un comble parce qu'on vous invitait à échanger autour de la parole et de l'écoute, mais que nous avions d'injonction couper tous vos micros. Donc, vous n'avez pas la possibilité de parler. C'est un petit peu compliqué parce qu'on sait que de l'échange naît justement la surprise, les idées, etc. Et donc, voilà, on est obligé de bricoler un petit peu dans cet espace. Et on vous invite à investir le petit onglet qui se situe dans le bas de vos écrans, qui s'appelle Discussion ou Converser. Ça dépend un petit peu de chaque programme. Vous pouvez aller y échanger, y déposer ce que vous avez envie de dire dans ce petit espace, de l'échanger par l'écrit. C'est l'écrit qui prendra la place de la parole et moi j'essayerai
d'aller relever ce que vous déposez et de le mettre, de le transmettre à Pascal. Et donc, on se demandera, entre autres, si écrire, est-ce parler? Ça, c'est aussi une autre question. Bien avant de nous balader dans le livre, il me reste à vous présenter Pascal, qui est directeur de Téléaccueil Bruxelles, qui est un centre d'aide et d'écoute par téléphone. Il est formateur d'adultes dans le champ de l'accueil, de l'écoute et de la promotion de la santé, et il est aussi superviseur d'équipe. Alors donc, il a rédigé ce petit temps d'arrêt, et je vais m'y plonger directement pour un petit peu lancer l'échange entre nous. Alors, j'ai épinglé un petit extrait à la page 6. Je vais vous le lire. Et puis voilà, Pascal, je te propose d'attraper ce fil et puis on verra ensuite les échanges. Le langage nous constitue comme êtres humains. Nous sommes façonnés par lui. Nous sommes humains parce que nous parlons et parce qu'on nous parle. Les mots sont constitutifs de notre être. Aussi loin que nous remontons dans notre vie, la parole est présente. Avant même de naître, nous sommes pris dans un bain de langage. Nous exprimons nos insatisfactions, mais c'est aussi le langage qui nous permet de les accepter et de les dépasser. Et je trouvais cette dernière phrase assez curieuse. Et donc, j'avais envie de t'entendre au sujet du fait que le langage nous invite à dépasser nos insatisfactions. Oui, d'abord bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors pourquoi soutenir que le langage nous invite à dépasser nos insatisfactions? Dans le fond, c'est peut-être juste pour mettre en lien que parfois on a l'impression que quand on se met à parler, a fortiori avec quelqu'un qu'on connaît, avec qui on est en lien et que ça se passe bien, que tout ça roule, que c'est simple. Et voilà, on a tous l'expérience que parfois ça se passe bien, et tant mieux, mais que dès qu'on se met à parler, il y a aussi quand même une série d'entraves, d'épreuves potentielles, des malentendus, des incompréhensions, des interprétations, que sais-je encore. Et que donc, la rencontre, qui peut parfois être là tout à fait présente, elle ne l'est jamais totalement. On ne s'imbrique jamais totalement, quoi. Il y a toujours quelque chose qui fait que on n'est pas tout à fait en phase, hein, on peut être plus ou moins en phase, mais il y a toujours un petit peu d'incompréhension et donc potentiellement un peu d'insatisfaction. Et d'ailleurs, c'est la fonction du langage aussi, c'est que dans le fond, quand on se met à parler, on peut considérer que dès qu'on parle, on adresse peu ou prou une demande à l'autre, une demande d'être en lien, une demande d'exister, etc. Et cette demande, elle est par essence toujours partiellement rencontrée, jamais totalement. Et donc, c'est à la fois le langage qui génère un peu d'insatisfaction, mais c'est aussi le langage qui permet de le soutenir et qui permet de faire avec, je dirais. Parce que à la fois on est insatisfait, mais on n'y est pas tout seul, parce qu'on est en lien, parce qu'il y a quelqu'un qui peut entendre ça. Et donc, c'est un double effet, je dirais, du langage tout le temps. Dès qu'on se met à parler, je pense qu'à un autre endroit, je fais le lien, j'associe, je pense qu'à un moment, j'ai écrit qu'il y a une double fonction du langage, c'est qu'à la fois ça rapproche et ça met à distance. Je pense que c'est un peu le même principe, hein, et on a tous cette expérience, hein, que quand on se met à parler, parfois on se dit « Ah tiens, moi aussi », ou tiens, je rencontre aussi, ou j'ai la même expérience, ou j'ai la même passion, ou j'ai le même élan, ou j'ai le même avis. Et donc, on voit combien parler peut rapprocher, et en même temps, puisqu'on a bien besoin de parler, c'est qu'il y a de la distance, et que parfois le langage distancie. Donc, c'est un double effet avec lequel il faut bricoler, j'ai envie de dire, dans le sens positif du terme, et avec le fait que parfois, lorsque le langage nous sépare, comment utiliser le langage pour nous rapprocher, et vice-versa. Quand on se met à parler, on a l'impression d'être un peu trop proche, d'être un peu trop, de coller un peu trop, eh bien, comment entendre que peut-être on n'entend pas tout à fait la même chose, on ne dit pas la même chose, et que donc on est différent. Mais du coup, parler nous invite
chacun d'entre nous, quand on se met à parler, ça veut dire qu'on prend peut-être un peu plus conscience de notre singularité aussi, et de chercher par les mots la manière de dire ce qu'on sait qu'on ne parviendra jamais à dire complètement. Tout à fait. On ne parviendra jamais à dire tout à fait complètement, parce que dans le fond, une fois qu'on a dit quelque chose complètement, on peut se taire. Ou, moi j'entends souvent, hein, je vais écouter l'autre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ait tout dit. La bonne nouvelle, c'est que l'autre n'a jamais tout dit. Parce que le seul moment où on s'arrête de parler, bon, c'est peut-être pas rigolo ce que je veux dire, mais c'est quand on meurt, dans le fond. Sinon, il y a toujours à dire, toujours à préciser. Et c'est ça l'élan, c'est ça de se dire que la rencontre, la fin de la rencontre n'est pas quand on a épuisé ce qu'il y a à dire. Et on peut d'ailleurs entendre le mot épuisé de différents sens. Hein. Mais oui, l'idée, c'est vraiment de se dire, il y a toujours à dire, et on va se découvrir à dire parfois, et ça c'est le principe aussi de l'énonciation, c'est que quand on parle, a fortiori à quelqu'un qui écoute, on se surprend toujours à dire un peu autre chose que ce qu'on pense qu'on allait dire. Et c'est une bonne nouvelle, et en même temps une mauvaise nouvelle, parce que quand on écoute, parfois on a l'impression de savoir ce que l'autre va dire. Et l'autre nous surprend toujours parce qu'il dit toujours un peu autre chose que ce qu'il pensait, que ce que je pensais qu'il allait dire. Et donc, vous voyez que c'est tous des écueils à la rencontre, ça, mais c'est ce qui la rend passionnante aussi. Et qui fait que, dans le fond, ça ne s'arrête jamais. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas interrompre ou couper une conversation, bien évidemment. Hein. Mais, enfin, peut-être on y reviendra. Mais donc, ça suppose de pouvoir couper un entretien, couper une conversation, alors qu'il y a encore des choses à dire. Oui, mais c'est ce que tu dis hein, sur la coupure et qu'il ne faut pas entendre comme une rupture. Tu dissocies bien les deux, c'est que être en lien nécessite de la coupure. Mais comment est-ce qu'on balance entre ce lien, cette coupure, sans tomber dans cette rupture ou sans avoir l'impression que celui qui est écouté plonge dans cette rupture? Alors c'est vrai, c'est toujours un risque et c'est pas simple, mais je pense que en tant qu'écoutant, c'est déjà essentiel d'essayer de différencier les deux, de différencier la coupure et la rupture. Et le mot qui me vient face à ces deux-là, c'est le mot du lien. Hein, puisque ce que je soutiens, c'est que dans le fond, et ça peut sembler paradoxal, mais c'est que la coupure, elle nourrit le lien, alors que la rupture le détruit, pour le dire peut-être un peu simplement. Mais ça fait une différence fondamentale. À partir du moment où il y a des bords, hein, où on dit ben, pas au-delà, et ça, c'est une des déclinaisons de la coupure. C'est de dire, ben, nous avons un quart d'heure, ou bien on peut aller jusque-là et pas au-delà, que ce soit sur la question de la temporalité ou sur le mode dans lequel on parle, etc. etc. Ça veut dire que ces bords amènent une limite et qu'à l'intérieur, il y a un espace de liberté. Et donc, qu'à l'intérieur, il y a du lien possible. Alors que de la rupture, ça coupe le lien. Et donc, c'est vraiment cette différence. C'est de se dire que, et d'ailleurs, je pense que je soutiens un moment très pragmatiquement, c'est que parfois, le fait d'inscrire la coupure dans le lien, ça le nourrit. Je donne un exemple peut-être un peu simple, mais parfois j'entends des professionnels ou des écoutants, c'est ma pratique à Téléaccueil, où quand quelqu'un le ou la sollicite, l'idée c'est de dire je suis tout à fait là, je suis tout à vous, ou je suis tout à fait disponible, comme s'il n'y avait pas de bord, comme s'il n'y avait pas de coupure. Et de laisser entendre qu'il n'y en a pas, on a tous l'expérience qu'après, quand le principe de réalité revient et qu'on se dit ben, il faut mettre un temps, parce que sinon on va aller jusqu'à ce que mort s'en suive ici, d'avoir laissé entendre qu'il n'y avait pas de coupure et puis de la réinscrire, il y a quelque chose de violent. Ça fait rupture. Oui, c'est ça. Alors que d'emblée de dire, je vous propose un temps de rencontre où il y a du lien, mais qui est bordé aussi par de la coupure, ça le nourrit, ça le permet. Et du coup, ça permet à celui qui vit cette expérience d'y revenir
avec avec une certaine confiance, avec une certaine aisance, parce que c'était aussi un peu le sujet de mon interrogation, c'est du coup, mais qu'est-ce qu'on fait pour que l'autre revienne? Parce que c'est l'écoute, c'est un processus qui s'inscrit quand même dans le long terme. Ça ne fait pas tout de suite ou pas toujours tout de suite effet. Et donc, est-ce que cet ingrédient de coupure qui fait partie du cadre, comme tu le décris, permet justement à la personne de revenir? Ouais, je ne peux pas m'empêcher de pointer un peu la question parce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait pour que l'autre revienne et ou de dire, qu'est-ce qu'on fait pour que l'autre continue à parler Oui. dans ce lieu ou dans un autre lieu? Parce que c'est intéressant, par exemple, de se dire que on a commencé à parler, il y a un moment de coupure, et l'autre, en fonction du cadre qui est le nôtre, hein, l'autre peut revenir ou, dans le fond, ne pas revenir, mais continuer à solliciter un autre lieu, une autre adresse, un autre endroit pour continuer à parler. Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi, comme écoutant, si l'autre continue ailleurs, ça m'échappe. Et c'est peut-être plus compliqué. Et c'est peut-être plus sécurisant pour moi qu'il revienne en disant, OK, on va s'arrêter aujourd'hui, mais je te donne rendez-vous demain à 14 heures. Pourquoi pas? En fonction des cadres, c'est parfois tout à fait indiqué. Mais dans d'autres moments, ça ne l'est pas. Ou même si c'est possible, d'autres pourraient faire le choix, sur base de ce lien-là, d'investir un autre lien. Ce qui fait que ça génère la nécessité qu'en tant qu'intervenant, en tant qu'écoutant, en tant que professionnel, je lâche prise là-dessus et que ça m'échappe. Mais l'idée, c'est quand même que ce qui a été possible dans un lien avec moi puisse à nouveau être possible avec moi, mais peut-être aussi avec un autre ou une autre. Je le vois que c'est un pari. Alors, on reviendra peut-être sur ce mot, mais c'est un pari qu'on peut faire. C'est que donner l'expérience à quelqu'un de prendre ce risque de mettre des mots, d'être écouté, etc., ça peut l'engager, dans un second temps, à remettre le couvert, mais ailleurs. Moi, je vois bien ça à téléaccueil. Je ne vais pas revenir trop à téléaccueil, mais à téléaccueil qui est un endroit hyper protégé, puisque c'est l'anonymat, c'est la ponctualité. Il n'y a pas de suivi là. Et donc, on voit dans le concret que des gens peuvent prendre le risque de dire là des choses qu'ils pensent indicibles ailleurs. Mais d'avoir fait l'expérience de le dire là et d'avoir été accueilli, de ne pas s'être senti jugé, etc., ça peut parfois, pour certaines personnes, de dire, mais si l'écoutant de téléaccueil m'a écouté, peut-être que ma grand-mère peut l'entendre aussi, ou mon conjoint, ou mon collègue, que sais-je encore. Mais donc, mais ça appartient à celui ou celle qui parle. Oui. Et tu dis, je raccroche du coup un petit morceau de ton texte, tu écris, concrètement, il arrive qu'une offre d'écoute soit pertinente sans pour autant que l'autre se mette à parler, et vice-versa. En d'autres termes, une posture d'écoute ne s'évalue pas au vu du fait que l'autre se mette à parler. Écouter n'est donc en rien synonyme de produire de la parole chez l'autre. Absolument. Alors, c'est vrai que parfois, moi j'entends souvent ça, des gens qui disent, mais je ne sais pas que dire, que faire. Et la preuve, ça n'a pas marché, l'autre n'a pas pris la parole, ou l'autre est parti. Ou l'autre, tu évoquais dans l'introduction, la place du silence. C'est encore une autre modalité. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'appartient comme écoutant, c'est de faire une offre la plus adéquate possible, d'être le plus présent possible, de faire cette offre. Mais ce que l'autre va en faire m'échappe. Ou alors, si je veux avoir prise là-dessus, je vais avoir des positions beaucoup plus autoritaires et je vais obliger l'autre à parler. Et donc, on voit bien qu'on est du côté du dérapage à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça suppose de ne pas évaluer la qualité de l'offre à la réponse que l'autre va en faire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand même, bien souvent, quand on fait une offre et que des gens viennent voir, tentent de le faire, bien souvent, ils prennent cette offre à leur manière et parfois via du silence. Mais si quelqu'un vient, s'assied, appelle au-delà du contexte et même ne dit rien, c'est que dans le fond, il trouve un sens qui nous échappe. Mais
à faire cette démarche et à ce que quelqu'un le prenne en compte l'espace d'un moment. Et donc, j'irais jusqu'à dire comment ne pas conditionner sa présence à la parole de l'autre. Je suis là si tu dis des choses, ou si vous dites des choses, ou je suis là si vous dites des choses intéressantes ou croustillantes, ou je suis là si vous dites des choses de façon adéquate. C'est donc, dans le fond, de ne pas conditionner sa présence à la parole ou à une certaine parole ou à un certain mode de parole de l'autre. Et donc, ça nous amène sur, selon toi et toute ton expérience, quels sont les ingrédients nécessaires à cette écoute, puisqu'il y a le volet parole, mais voilà, l'autre volet indissociable, c'est bien l'écoute. Et donc, quels sont les ingrédients pour que la parole puisse s'expérimenter comme tu viens de l'expliquer? Alors, bon, dans le désordre, il y en a un qu'on vient d'évoquer un peu, c'est d'abord la présence. Ça, c'est très certainement un ingrédient parce que la présence permet le lien, permet la rencontre, ne garantit pas la rencontre, mais la présence, la disponibilité, et la présence à l'autre de façon la plus ouverte possible, je dirais. Oui, tu parles de respect même, que tu définis dans ton texte. Oui, c'est vrai que le respect, et on peut l'entendre du côté de, bien évidemment, le respect de l'autre au travers de qui il ou elle est, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Ça, c'est une face du respect, mais on peut entendre aussi le respect sur la prise en considération, de prendre en compte cet autre qui est en train de témoigner de son envie ou de sa difficulté de parler. Donc, de vraiment de pouvoir s'adresser à quelqu'un. Alors, un des ingrédients aussi, c'est que cette disponibilité-là de l'écoutant suppose que pour pouvoir être disponible à l'autre, dans un autre temps et un autre lieu, les écoutants aient aussi un lieu où eux puissent parler. Moi, je pense qu'on ne peut écouter dans un temps et dans un lieu que si dans un autre temps et dans un autre lieu, en tant qu'écoutant, on est écouté et on est entendu. Le risque, si il n'y a pas ce lieu où moi, écoutant, je peux prendre la parole, eh bien, j'investisse le lieu où je suis censé écouter pour parler et de dire mon avis, de dire quant à moi, voilà ce que je vis, etc. Mais si je sais que j'ai un lieu de parole, je vais pouvoir offrir à l'autre son lieu de parole à lui. En tout cas, ce qui ne veut pas dire que je vais me taire, pour autant, ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est de dire que un des ingrédients de la posture d'écoute, c'est d'avoir un lieu de parole. Ça, je pense que c'est tout à fait essentiel. Au risque, là tu dis au risque de se mettre à parler quand on est en position d'écoute, à parler de soi-même, mais aussi au risque parfois que la parole aille s'adresser dans un mauvais lieu. Alors, je m'explique, j'ai en tête quelque chose, tu vois, par rapport aux questions de maltraitance d'enfants. On remarque que les équipes qui sont en toute première ligne, c'est difficile si elles ne savent pas s'adresser, quand elles ont des questions, des soupçons, des inquiétudes de maltraitance par rapport à un enfant, si elles n'ont pas des lieux où parler de ça. Ça se parle partout, mais donc ça déborde et au risque de ne plus être soutenant pour l'enfant, d'abord d'être plus dans le secret professionnel ou la confidentialité pour certains secteurs, mais aussi de ne plus du tout être à l'écoute des besoins de l'enfant. Oui, c'est vrai. Mais si on nomme le fait qu'il y a des mauvais lieux, ça laisse entendre qu'il y en a des bons. Oui. Alors, certainement, il y en a qui sont sans doute en tout cas dédiés à ça, et on peut espérer qu'ils soient de bons lieux. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que en amont de la posture d'écoute et d'offrir à l'autre la possibilité de déplier sa difficulté comme professionnel, etc., il y a aussi
un autre élément qui me semble essentiel, c'est la notion d'accueil. Et donc, comment soutenir quand quelqu'un débarque dans un mauvais lieu, qu'il n'est peut-être pas dans le lieu adéquat, mais pour autant ne pas faire l'impasse de ce temps d'accueil. Vous voyez, on voit bien que des gens pensent parfois être dans un lieu où ils peuvent parler d'eux, ou pensent qu'ils ont face à eux un ou une spécialiste, un ou une expert ou experte de telle thématique, et puis que ce n'est pas le cas. Ça arrive. Et donc, ils se disent à ce moment-là, ben non, vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, toute la question, c'est comment, même si le lieu est, entre guillemets, mauvais, prendre ce temps de l'accueil et de dire, même si je ne suis pas un bon lieu pour entendre un contenu déterminé, je suis dans tous les cas un bon lieu pour dire, j'entends, madame, que vous cherchez un lieu pour déposer ça, ou parce que vous êtes débordé par telle ou telle question, ou parce que vous êtes débordé par votre pratique professionnelle X ou Y. Et je ne suis peut-être pas en mesure de vous soutenir ou de déplier ou de vous aider là-dedans, mais en tout cas, je peux ça me paraît essentiel de pouvoir y aller et de pouvoir offrir cet espace d'accueil et d'écoute. Et ça, je pense que trop souvent, l'accueil est conditionné à sa capacité de pouvoir écouter. Et donc, moi, je soutiens ça fort, de comment, même quand on n'est pas le bon lieu, même quand on n'est pas la bonne personne, prendre quand même ce temps de l'accueil pour pouvoir, le cas échéant, réfléchir avec la personne quel serait ce lieu plus adéquat. Parce que je pense que, peut-être que je dis plusieurs choses ou trop de choses en même temps, mais à toi de m'arrêter, la coupure. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on fait l'impasse sur ce moment d'accueil, on risque de nourrir quelque chose de l'errance, où le professionnel, ou l'appelant, ou la personne en difficulté erre de lieu en lieu pour trouver ce bon lieu en question. Oui, mais c'est compliqué ça parce qu'aujourd'hui, on est quand même de plus en plus dans une écoute spécialisée, une offre d'écoute spécialisée. On dit, vous souffrez de ceci, vous devez aller voir tel spécialiste. Vous souffrez de ça. Il y a de moins en moins la posture de l'écoute et de l'accueil, je veux dire généraliste, est valorisée aujourd'hui. Moi, je suis mal placé là, parce que, comme tu l'as dit, moi, je suis directeur d'un centre généraliste et c'est un des fondements du projet de téléaccueil d'être un lieu généraliste. Ce qui veut dire qu'on est là pour accueillir toute personne, donc pour accueillir, non pas pour répondre, non pas pour trouver des pistes de solutions sur certaines questions très thématiques, mais que l'accueil, ça, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Ou écouter une demande, ça, c'est l'affaire de tous. Le fait de pouvoir y répondre ou de pouvoir permettre à l'autre d'avoir des éléments qui puissent permettre qu'elle avance dans son boulot ou qu'elle avance dans sa vie, j'allais dire peu importe, pas tout à fait peu importe, ça suppose parfois une adresse plus spécialisée. Et je pense, oui, moi je suis de ceux qui pensent que à trop segmentiser, parce que je ne sais pas si ce mot existe, mais le fait d'avoir des lieux spécialisés a pour effet qu'on segmente les choses et qu'on s'intéresse à tel ou tel symptôme ou à telle ou telle partie de la personne. Alors que l'accueil, lui, il est résolument centré sur la personne et pas sur un symptôme, sur une question particulière ou sur un contenu. Donc, comment d'abord dire bonjour madame avant de dire bonjour le problème X ou Y. C'est un peu basique ce que je dis, mais je pense que quand même, je vois bien que cette position ou ce caractère généraliste est aujourd'hui un peu à contre-courant. Et d'ailleurs, on voit que bon nombre d'appelants à téléaccueil invitent les écoutants à prendre une position d'expert. Et donc, je pense que toute la
et c'est vrai aussi pour les professionnels, où parfois on est mis dans une position d'expert dans laquelle on n'est pas vraiment. Et donc, tout l'enjeu est comment, dans le fond, entendre qu'on est mis dans cette position, ne pas trop y croire, hein, parce que c'est quand même ça l'enjeu, ne pas trop y croire et de pouvoir accueillir cette demande-là, hein, et de cheminer éventuellement avec la personne pour voir si effectivement il y a un lieu qui est peut-être un lieu autre qui peut être plus pertinent. Je reviens sur ce qui est échangé dans le petit espace de discussion. Euh, quelqu'un nous indique que si on ne conditionne pas la parole de l'autre, quelle est la place de la limite? Je trouve ça très intéressant en termes de respect, notamment. Et par exemple, ça se traduirait par si je suis là, si tu te calmes, si tu ne me manques pas de respect, etc., etc. Est-ce que cette limitation est mauvaise? Oui, bon. Alors, je ne dirais pas que la limitation est mauvaise. Je dirais que, dans le fond, pour qu'il y ait une rencontre et un échange, pour prendre un élément de ça, ça suppose qu'il y ait de la place pour deux, pour l'appelant, pour l'écoutant, pour le demandeur, pour le professionnel, etc. Et donc, ce soit une rencontre entre deux personnes. Donc, pour moi, une limite fondamentale, c'est si je suis mis par l'autre dans une position d'objet, par exemple. Hein. Si l'autre veut jouir de ma présence ou s'il veut, oui, me fait sortir de ma position subjective, pour le dire comme ça, ou de ma position de sujet, d'être quelqu'un à qui parler, comme on le dit à Téléaccueil. Ça, c'est une limite. Mais ce n'est pas une limite morale. C'est juste, c'est que si je ne suis pas quelqu'un et si l'autre n'est pas quelqu'un, donc s'ils ne sont pas deux sujets, la rencontre et la parole n'est pas possible. Donc, ce n'est pas le contenu qui est adéquat ou pas, c'est juste ça, c'est une condition pour parler, c'est qu'il faut deux personnes qui puissent, l'une qui parle, l'autre qui écoute, pour que la parole puisse advenir. Alors, je suis là, si tu te calmes, alors c'est vrai que je peux dire que parfois, on n'a pas d'autre choix que de dire cela, mais peut-être qu'en amont, et c'est peut-être ça l'idée, c'est qu'avant de dire à l'autre « je suis là si tu te calmes », il est peut-être essentiel de d'abord reconnaître qu'on a entendu qu'il était énervé ou qu'il était en colère. Et je pense que de dire à quelqu'un qui est en colère « calme-toi », on sait souvent l'effet qu'on va avoir. Quelqu'un témoigne de quelque chose et puis on lui dit « je voudrais que tu sois ailleurs que là où tu me dis que tu es ». Et donc, tout l'enjeu, c'est comment d'abord reconnaître l'autre, et ça, c'est la fonction du professionnel, de l'écoutant, de l'accueillant, hein, c'est de rejoindre l'autre là où il est, là où il est. Et ce n'est pas une idée de dire c'est un bon endroit ou un mauvais endroit. Si quelqu'un est en colère, c'est comment lui dire « Oula, vous m'avez l'air vraiment démonté ce matin » ou « Vous êtes vraiment en colère hein ». Et reconnaître ça, c'est mettre l'autre dans une position de sujet avec son vécu. Et c'est moi m'installer dans une position de sujet. Je ne suis pas son punching ball, je suis quelqu'un qui reconnaît qu'il est en colère. Et je pense que dire à quelqu'un, moi je peux être là, si on peut causer ou s'il y a une certaine sérénité entre nous, ça n'a pas le même effet si d'abord je l'ai reconnu en colère que si je fais l'impasse sur ce temps-là. Je ne sais pas si je m'exprime bien en disant ça ou si je suis clair en disant ça. Mais... Oui, 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 tout à fait. C'est bien ce que tu disais aussi, comme quand tu utilisais la notion de respect. Je pense que c'est vraiment de faire ce chemin avec l'autre, de reconnaître ce qu'il vit, d'entendre là où il souhaiterait aller et de l'accompagner sur cette route-là. Et pas d'être, et on le sait, dans des réponses toutes faites, des choses qui bouchent. Même tu parlais de ce petit jeu dans le livre, hein, je vais peut-être te laisser l'expliquer, qui laisse de la place au vide, finalement. Oui, alors peut-être encore un petit peu en amont, je voulais juste, ça me venait là maintenant sur la question de la limite ou de conditionner sa présence.
je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose de dire quelque chose de sa limite plutôt que de limiter l'autre. De dire à l'autre, calme-toi, ou de dire, pour moi, c'est compliqué d'être là quand tu m'engueules, c'est différent. Et donc, moi, je soutiendrais l'intérêt, à certains moments, au nom du respect de soi-même, de pouvoir dire, le cas échéant, une fois de plus, ce n'est pas un truc, quelque chose de sa limite, bien évidemment, a un effet sur l'autre. Ce n'est pas la même chose que de laisser entendre qu'on veut juste limiter l'autre. Voilà, c'était juste cette petite précision. Et ce n'est pas sans lien avec cette… Bon, tu évoques le jeu du taquin, là. Le jeu du taquin, c'est vraiment cette idée de comment soutenir quelque chose du mouvement. Hein. Bon, pour rappel, le jeu du taquin, la métaphore, c'est il n'y a de mouvement que s'il y a un trou, un espace, un vide. Hein, parce que le jeu, quand on joue, si toutes les pièces sont là, les pièces ne peuvent plus bouger. Et on ne peut plus remettre les chiffres dans l'ordre ou la maison avec le toit en haut et le seuil en bas. Donc, toute la question, c'est quand l'autre vient et dit j'ai un trou, j'ai un manque, j'ai un vide, vous qui possédez ce qui me manque, donnez-le-moi, remplissez-moi. Tout l'enjeu, c'est bien évidemment, parfois, on est amené à répondre à des questions, on est amené à donner des informations. Mais l'idée du jeu du taquin, c'est lorsque je donne une réponse, comment la penser toujours comme étant partielle et comme ne venant pas boucher l'entièreté du vide dont l'autre a témoigné. Parce que si je bouche le trou, et c'est ce que je dis un peu à la boutade, hein, une bonne façon de faire taire quelqu'un, c'est de le combler, c'est de remplir. C'est quelqu'un qui dit, est-ce que vous avez un numéro de téléphone, de dire, le voilà, ah ben après, l'autre dit, ah ben merci, ciao, bye bye. Quoi. Donc tout l'enjeu, c'est, et même, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner le numéro de téléphone, mais pour prendre un exemple, vous voyez, ça arrive souvent, des gens appellent en disant, vous n'avez pas le numéro de téléphone d'un bon psy. Ou bien je dis, ben oui, le 02 739 28 63, et il y a quelque chose qui se bloque parce que je bouche le trou. Si je dis, oui, j'ai des numéros, mais tiens, j'entends que vous me cherchez un bon psy, ce serait quoi un bon psy pour vous, hein? Et j'ai peut-être donné le numéro, mais l'autre, il y a de nouveau un espace où elle peut dire, ben, un bon psy pour moi, c'est ceci et c'est ceci et c'est cela. Et donc, qui est toujours un espace possible pour qu'il y ait du mouvement et donc de la parole. C'est vraiment ça l'enjeu. À contrario, c'est un peu cynique de ma part, mais si on veut faire taire les gens, comblez-les, remplissez le vide. Ça marche souvent. Ça marche un temps, et Oui, puis ça ressurgit ailleurs. Mais ça me faisait du coup ramener aussi au petit morceau du livre où tu dis ben, sans doute que parfois il ne faut pas s'engager trop vite dans le je vous ai compris à la formule de Gaulle parce que l'enjeu aussi c'est de ne pas toujours comprendre trop vite ou croire qu'on a compris et alors que l'autre n'est pas tout à fait exactement au même endroit que nous et je trouve que ça c'est sans doute aussi intéressant de parfois réinviter à reformuler, comme tu le soulignes dans le bouquin, de ne pas boucher non plus à cet endroit-là. Ben oui, sur la question de la compréhension, il ne faudrait pas non plus l'entendre comme étant un truc, hein, et de dire, ben, dites surtout que vous n'avez pas compris. Mais ce que je voulais effectivement soutenir, c'est que quand je dis à quelqu'un, je vous ai compris, c'est une façon de dire à l'autre, c'est plus nécessaire de continuer à parler. Puisque j'ai compris. Et bien souvent, des gens nous demandent ça. Hein. Vous me comprenez? Il y a parfois même, c'est même chez certaines personnes un tic de langage. Hein. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Moi, ce qui m'intéresse, c'est, le cas échéant, d'entendre cette question de vous me comprenez du côté de est-ce que vous me prenez en compte? C'est une autre façon d'entendre la compréhension. Alors, étymologiquement, comprendre, c'est comprendere, c'est prendre avec. Et donc, si on entend le vous me comprenez, pas du côté de je comprends ce que vous me dites, mais du côté de je prends en compte que vous tentez de m'adresser quelque chose,
Cette prise en compte qui est du côté de la reconnaissance, du fait de dire « vous existez pour moi », cette prise en compte-là, je pense que c'est elle qui est souvent le levier important. Qui plus est, en tant que professionnel, parfois, on est amené à être en lien avec des gens qui disent des choses qu'on ne comprend vraiment pas. Soit parce qu'ils ont un rapport au langage compliqué, parce qu'ils sont pris avec des questions de santé mentale, soit parce qu'ils parlent une autre langue, soit parce qu'ils ont une pathologie qui fait qu'on comprend un mot sur quatre. Enfin, je veux dire, c'est toutes des situations qui existent. Donc, dans le fond, comment aussi, même si ça nous arrive à tous, dire oui, j'ai bien compris. Hein, et d'ailleurs, ça aussi, hein, on peut tous reconnaître ça comme parents ou comme amis. Quand on dit à quelqu'un, oui, j'ai bien compris, c'est, allez, tu n'as plus besoin de répéter ton truc. J'ai bien compris, tu peux t'arrêter là. Vous voyez? Ça signifie parfois notre limite à nous. Oui, tout à fait. Donc voilà, cette idée d'entendre le « est-ce que vous me comprenez ?» du côté de « s'il vous plaît, prenez-moi en compte », je trouve que ce petit décalage peut souvent être intéressant. Je refais un saut dans ce qui est déposé dans le petit espace de discussion. Quelqu'un revenait sur la place des enseignants. Je vais lire son petit écrit pour ne pas le transformer. Donc les enseignants, ils sont souvent choisis par les élèves pour recevoir des confidences parfois lourdes, comme de la maltraitance, la dépression, des tentatives de suicide, du racket, du harcèlement. Et lorsqu'ils veulent passer le relais à un service ou à un interlocuteur plus spécialisé, c'est difficile, c'est non. L'enseignant est alors confronté à un conflit de loyauté. Et donc la personne qui écrit nous indique que c'est une problématique qu'elle a vécue en tant qu'enseignante dans le secondaire et qui est souvent rapportée par des étudiants qui sont en stage et qui sont donc dans cette même position que décrit l'enseignante. Et donc, voilà, c'est vrai que ça, on revient du coup sur un petit peu cette écoute généraliste, ce passage du relais. Comment est-ce qu'on peut prendre soin et surtout que là, il y a une écoute quand même qui est spécifique, qui n'est pas une écoute d'adulte à adulte, je veux dire, qui est quand même une écoute avec un enfant ou un mineur. Et donc, voilà, quelles sont là les petites choses que tu peux nous transmettre? D'abord, c'est vraiment une vraie question compliquée. Ce qui me vient comme ça spontanément, c'est, j'imagine que lorsque un enfant ou un adolescent, et je vais dire choisit un ou une enseignante pour reprendre les mots que j'ai entendus, lui confier. C'est pas rien cette histoire non plus de confier. C'est pas tout à fait la même chose que de dire. Hein, mais bon, voilà. Pour faire des confidences parfois lourdes, on peut faire l'hypothèse que ce choix-là dit quelque chose du lien. Hein. C'est parce que moi, adolescent ou moi, enfant, à tort ou à raison, je pense que ce prof-là, je peux y aller. Quoi. Hein. On a une histoire ou pas, où elle a une bonne tête, où je l'ai entendue, où on a un lien qui fait que. Donc, c'est probablement le lien, la qualité du lien, qui fait que cet enfant, cet adolescent puisse déposer quelque chose là. Alors, je fais quand même une parenthèse. Je fais attention parce que les parenthèses, parfois, ça peut nous perdre, mais ce n'est pas tout à fait la même chose comme professionnel quand on pense que l'autre me dit des choses ou quand l'autre me confie des choses. Parce que quand il me confie des choses, c'est comme s'il me les donnait et que je devais en faire quelque chose. Et donc, comment, quand quelqu'un, et c'est vrai, ce terme existe, hein, fait une confidence, dans le fond, entendre la confidence non pas comme quelque chose qu'on nous donne, mais comme quelque chose qu'on énonce, mais qui continue à lui appartenir. Alors que quand je confie, je ne sais pas moi, si je confie mon enfant au voisin pendant que je vais au cinéma, je lui donne mon enfant pendant ce temps-là, et voilà, et puis je vais au cinéma. Ce n'est pas tout à fait la même chose que quand je dis quelque chose, hein, je dis quelque chose à quelqu'un plutôt que de lui confier. Enfin, je referme la parenthèse là-dessus. Mais donc, pour revenir à mon idée, c'est
le fait qu'un enfant, un adolescent confie des choses lourdes à un enseignant, ça dit quelque chose de la qualité du lien. En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais. Et quand l'enseignant se dit c'est trop lourd, ou ce n'est pas ma compétence, ou il faudrait quelqu'un d'autre, tu as parlé de passer le relais. Pour moi, l'enjeu, c'est comment passer le relais tout en restant en lien. Puisque peut-être parfois, alors la métaphore est un peu bizarre, mais quand on passe le relais dans une course relais, on a un relais, on le passe à l'autre et on ne l'a plus. On arrête la course. La métaphore est un peu... mais c'est quand même ça l'idée du 400 mètres chacun. On fait 400 mètres, on passe le relais, puis c'est l'autre qui court et nous, on n'est plus dans la course. Et donc, je ne sais pas très bien ce que concrètement ça peut vouloir dire, mais comme enseignant, comment, au nom du lien qui fait que l'autre m'a parlé, quand j'évoque la pertinence d'aller dans un autre lieu, chez un autre professionnel, dans le fond, je peux évoquer tout en restant en lien, tout en disant, mais peut-être c'est intéressant que tu ailles voir ce psy ou que tu ailles voir, etc. Mais soit je peux t'accompagner, soit je peux accompagner ta difficulté à, à y aller avec toi, soit sache que si tu y vas, tu peux revenir m'en parler. Mais donc, de rester en lien et donc de penser le relais sans couper le lien, justement. Mais oui, ou bien pour faire lien justement avec ce que tu disais, c'est organiser de la coupure, mais sans la rupture. Absolument. C'est-à-dire, on est de nouveau dans un cadre, mais où on reste quand même dans la disponibilité du lien et de l'écoute. Tout à fait. Alors, quelqu'un d'autre nous disait, finalement, vous nous parlez du faire semblant. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Dans le fond, ça dépend si on parle du faire semblant du jeune, de l'appelant, du demandeur, de l'usager, ou si on parle du faire semblant du professionnel et de l'écoutant, de l'accueillant. Parce qu'il peut y avoir du faire semblant des deux côtés. Et donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, c'est précisé. C'est chez l'accueillant. D'accord. Et donc, je ne sais pas comment je peux entendre la question. Est-ce que la question, c'est de se dire, est-ce que parfois, ça vaut la peine de faire semblant ou de donner le change ou, bon, ça pose la question d'un mot qui est un peu galvaudé, mais un peu de l'authenticité. Dans le fond, c'est quand même en filigrane cette question-là. En fait, du coup, j'associe et je me dis, comment est-ce qu'on fait quand quelqu'un parle quand quelqu'un parle sans cesse de la même chose, mais n'en bouge pas pour autant. C'est-à-dire un alcoolique qui vient nous répéter 50 fois qu'il va arrêter de boire. Cette fois-ci, là, il va le faire. Enfin, je dirais, tu vois, dans des messages à répétition, comment en tant qu'accueillant, on n'est pas fatigué, on n'est pas dans le faire semblant de cette écoute qui finalement peut aussi être usante pour celui qui accueille. Et comment est-ce qu'on peut encore faire confiance en cette parole? Alors ça, c'est toute la question du pari que j'essaie de soutenir dans la plaquette en disant que dès qu'on se met à l'écoute, c'est faire le pari que la parole peut produire des effets. Mais on ne sait pas quand et on ne sait pas où. Et c'est ça qui est sans doute extrêmement compliqué. Mais dans ta question, il y en a plusieurs, parce qu'il y a aussi la question de la répétition. Et donc, juste pour un petit mot là-dessus, je reprends ton exemple, quelqu'un qui pour la 20e fois dit qu'il va arrêter de boire ou qu'il va arrêter ceci ou cela, comment est-ce qu'on peut encore le croire et est-ce que je fais semblant de le croire? D'abord, deux petites choses. Souvent, la répétition, on la voit chez l'autre, chez l'usager, chez le jeune. Il me répète toujours la même chose. Et je trouve intéressant souvent de se poser la question de sa propre répétition. Tiens, lui, il dit toujours la même chose, mais moi, est-ce que je n'écoute pas toujours de la même façon?
Est-ce que je ne dis pas aussi toujours la même chose? Est-ce que je n'occupe pas toujours la même posture, hein? Donc, comment, dans le fond, moi comme professionnel, moi comme accueillant, être vigilant à mon tour, ne pas être dans cette répétition? Ça, c'est une première chose, en disant que la répétition, souvent, elle est plus plus qu'on le voit, mais des deux côtés. Deuxième élément, c'est vrai que la répétition, c'est pénible, hein. On est tous Fatigant. c'est fatigant, on est tous bien d'accord. Et en même temps, je pense que c'est un travail fastidieux, mais de penser la répétition d'abord comme étant structurelle. On répète tous. Pour la petite histoire, enfin c'est bateau ce que je vais dire, mais la répétition, c'est vraiment un support d'apprentissage, hein. Chez le jeune enfant, c'est parce qu'il répète qu'il apprend. Donc la répétition n'est pas à fustiger. La répétition, ça nous habite tous et toutes, hein. Et comment penser que le nouveau, l'inédit, ne peut advenir que dans un lit de répétition? C'est à partir de choses qui se répètent que de l'inédit, du nouveau, peut advenir. Et tout l'enjeu là est chez l'accueillant. Comment ne pas trop vite dire « il va me dire la même chose et il ne va rien me dire de nouveau ». Donc, comment entendre que cette personne me dit pour la 50e fois qu'il va arrêter de boire, et puis tout d'un coup, il va me dire « je vais arrêter de boire » ou presque, ou « je vais essayer ». Tiens, cette fois-ci, il a parlé d'essayer. Ça veut dire que… Donc, voilà, comment, dans cette répétition, laisser de l'espace et entendre quelque chose de l'inédit. Alors, c'est peut-être un peu bizarre, mais ça demanderait plus de temps. C'est vrai que je soutiens ça en disant que l'inédit, que je vais le dire à la formule, hein, que c'est la répétition qui est le lit de l'inédit, hein, ça, il faut y croire. Moi, j'y crois. Mais, c'est quand même cette idée de, comme accueillant, comment justement entendre l'autre, entendre cette répétition avec un espace possible. On revient à l'idée d'espace pour que un mot nouveau, un mode nouveau, une intonation nouvelle puisse advenir. Tout ça à partir du semblant, dans le fond. C'est ça que j'essaie Ouais. de faire le lien. Mais peut-être que le semblant, il a sans doute une fonction, hein, et pourquoi pas, hein, parce que parfois ça peut nous faire tenir, hein, mais ici, tout l'enjeu est l'autre versant du semblant, c'est-à-dire y aller avec soi, avec ses fragilités, etc. C'est bien cette idée-là. C'est comment prendre le risque en tant que professionnel, en tant qu'accueillant, d'y aller aussi avec nos faiblesses, d'y aller aussi avec nos fêlures, d'y aller aussi avec nos impossibles ou nos difficultés. Et de ne pas, en tant que professionnel, se dire qu'on doit présenter à l'autre quelque chose d'unique, enfin sans fêlure, sans difficulté, sans question. Moi, je pense que parfois, la rencontre, elle peut se faire sur, par exemple, un partage de « on ne sait pas ». Je pense avec des enfants, par exemple, qui posent des questions à un adulte, hein, alors parfois, il y a des réponses qu'on a, et parfois, il y a des énigmes de l'existence et des réponses qu'en tant qu'adulte, on n'a pas. Enfin, il n'y a pas longtemps, on me parlait de cette idée un jeune ado qui disait « Comment on sait qu'on est aimé ?» Vous voyez, ça c'est vraiment une question tout à fait essentielle pour un ado. Mais je veux dire, moi, Pour toute la vie, hein. je veux dire, je suis plus tout à fait ado. Enfin, mais moi non plus, je ne sais pas, ou j'ai des doutes sur cette question. Mais ce qui peut faire la rencontre, c'est dans le fond que je peux lui dire que moi non plus, je n'ai pas la réponse à cette question, mais qu'à sa différence, j'ai peut-être appris à faire un peu avec. C'est ça que je peux lui offrir. C'est que je peux faire avec l'énigme dont il me parle. Et la rencontre, elle peut être là-dessus. Donc voilà, j'associais sur le faire semblant. Si le faire semblant, c'est faire semblant qu'on a, qu'on possède, qu'on est sans faille, ce semblant-là,
me paraît préjudiciable, en tout cas. Mm. Ben, c'est ce que la personne qui déposait avait l'air de dire, c'est que c'est son idée de son semblant, c'est de dire parfois aussi de rejoindre le je ne sais pas. Donc voilà, c'était un peu dans ce même fil. Écoute, c'est passionnant, mais je vois l'heure qui défile. Moi, j'avais encore plein de petits papiers, mais je me suis laissée prendre par la surprise de ce que tu nous as fait découvrir, ben voilà, par aussi tout ce que tout un chacun a pu déposer. J'ai essayé d'aller piocher vraiment dans tout ce qui était déposé dans le petit espace écrit. Je voulais juste vraiment souligner l'importance de toutes les nuances que tu amènes, parce que on est parfois aujourd'hui un petit peu dans des grands slogans, dans des phrases toutes faites, et qu'on voit toute l'importance d'aller chercher la singularité dans les mots qui sont déposés par chacun et de comment chacun habite les mots, habite le langage, et donc d'être vraiment dans cette attention et cet accueil aux mots de chacun, et donc à être finalement dans la nuance plutôt que dans des recettes toutes faites. Mais aussi dans une position d'accueillant qui a quand même, comme tu le dis dans le livre, à un moment donné, celui qui écoute, il doit avoir appris à parler. Donc, avec toute cette humilité, mais aussi cette réflexion par rapport au cadre, comment j'accueille, j'entends l'autre, quelles sont mes limites, qu'est-ce que ça me fait vivre en moi, où sont les espaces où je peux aller parler moi. Tu évoquais la supervision, d'autres dans l'espace évoquaient les intervisions. Donc voilà, je trouve que tout ça, c'est d'une grande richesse. Et je voulais inviter tout un chacun qui souhaite replonger dans cette thématique à aller lire le petit bouquin que tu as rédigé, Quand la parole déconfine. Et moi, je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait pas aussi, on aurait pu le titrer Quand l'écoute déconfine, puisque l'un ne va pas sans l'autre finalement. Voilà, je trouvais ça très riche. Un tout grand merci. Donc, le petit bouquin est disponible sur yapaka.be. Vous pouvez aller le télécharger. Vous pouvez également le demander en format papier en écrivant à yapaka.be. Et puis, vous dire que notre échange a été enregistré, donc on le remettra à disposition sur le site également, si vous souhaitez le partager en équipe, voilà, pour que ça fasse parler et échanger. Je pense que c'est une belle invitation, une belle ébauche. Voilà, on va tout doucement refermer le lieu. On vous laisse encore écrire et parler dans l'espace, converser et discuter. Pascal, si tu souhaites lire ce qui est déposé, n'hésite pas, hein, tu ouvres le petit espace et voilà. Un tout grand merci à chacun, à chacune. Merci à toi, Pascal. On ressort avec plein d'énergie, plein d'idées. C'est toujours très riche. Merci beaucoup. Ben, merci aussi à tout le monde.